Voici la Xiaomi TV Box S de 3e génération. Elle fait donc suite à la Xiaomi TV Box S de 2e génération sortie il y a 2 ans, qui faisait suite à la Xiaomi Mi Box S sortie encore 4 ans auparavant. Et donc entre la première et la 2e génération, comme vous avez vu, il y a eu un changement de dénomination. Mais pas que sur cet appareil d'ailleurs, sur beaucoup d'appareils de Xiaomi qui ont perdu le Mi qu'il y avait dans leur nom. Mais si on remonte plus loin, au début de ma chaîne d'ailleurs, auparavant il y avait déjà une Xiaomi Mi Box TV internationale. On pourrait dire que c'est la première, ça ferait donc 4 générations. Mais il y avait déjà eu d'autres Box TV Xiaomi, mais celle-ci était limitée au marché chinois. Donc aujourd'hui je suis là pour vous dire ce que j'ai pensé de cette Xiaomi TV Box S de 3e génération. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Je me suis acheté moi-même cette Box TV. Si elle vous intéresse, je vous ai mis quelques liens en description de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par mes liens. Ça ne vous coûte pas plus cher et ça me permet de toucher une petite commission. Voici la boîte de cette nouvelle Xiaomi TV Box S 3e génération. On voit ici certaines applications compatibles. À l'intérieur, on a la box qu'on va mettre de côté. On a une alimentation secteur 5,2 volts, 2,1 ampères, 10,92 watts, un guide utilisateur, un câble HDMI et la télécommande. Elle est quasiment identique à l'ancien modèle et donc voici la box. Elle est vraiment toute petite. Ses dimensions sont de 97 par 97 par 17 mm, sachant qu'elle est beaucoup plus fine ici, pour un poids de seulement 91,2 grammes. Vraiment très petit et très léger. Dessous la box, on a un cercle surélevé pour stabiliser l'appareil sur un meuble. Au niveau connectique, c'est très limité, on a seulement la prise pour l'alimentation, un port HDMI 2.1 et un port USB 2.0. Pas de port Ethernet, pas de prise audio, rien. Sur le dessus, on a l'inscription Xiaomi et on a une petite LED ici. Le cœur de cette nouvelle Xiaomi TV Box S 3e génération, c'est son nouveau SoC AM-Logic S905X5M que je vous avais présenté dans une vidéo qui va apparaître en haut de votre écran. C'est composé de 4 cœurs Cortex A55 gravés en 6 nanomètres et cadencés jusqu'à 2,5 GHz. Cette puce était annoncée comme apportant 25% de performance supplémentaire du côté CPU par rapport à celle de la génération précédente. Et je peux vous dire que ça se voit réellement à l'utilisation. Et je blague pas. Dans les menus, dans l'interface, les déplacements sont très rapides. C'est bien aidé aussi pour ça par l'interface Android TV 14 bien optimisée. Et cette rapidité est d'autant plus étonnante et appréciable que dorénavant, comme depuis Android TV 12, l'interface est en 4K et non plus en 1080p. Mais honnêtement, il y a moins d'accrochage, moins de ralentissement que sur ma Nvidia Shield TV 2019 Pro, qui commence un peu à se faire vieille quand même. Donc c'est un processeur récent qui prend en charge des technologies récentes et qui est combiné avec une interface de dernière génération optimisée. Donc vraiment de ce côté-là, j'ai été impressionné par la fluidité et la rapidité de l'interface. Ce n'est pas non plus équivalent à la dernière Apple TV, mais par rapport aux box qu'on trouve en général dans ces prix-là, il y a vraiment une différence, c'est assez net. C'est couplé avec 2 Go de mémoire RAM DDR4 seulement, comme sur les générations précédentes. Ça n'a pas bougé et ça va en décevoir certains. S'il y avait eu 4 Go de mémoire RAM, on aurait pu avoir plus d'applications ouvertes en arrière-plan qui auraient pu s'ouvrir instantanément quand on en aurait eu besoin. Là, avec seulement 2 Go de mémoire RAM, si vous avez tendance à jongler entre beaucoup d'applications différentes, il va arriver des moments où certaines ne seront plus ouvertes en mémoire. Donc il va falloir rouvrir entièrement les applications, ce qui prend plus de temps. Donc c'est dommage. Ça aurait été bien de faire au moins une version Pro avec 4 Go, je pense. Les applications vont sûrement devenir de plus en plus lourdes et même si à l'heure d'aujourd'hui c'est gérable, dans quelques années, ça sera peut-être plus problématique. Et on a aussi 32 Go d'espace de stockage eMMC. Et donc ça, c'est un bond, on est passé de 8 Go à 32 Go. Et là, c'est vraiment cool parce que ça va permettre d'installer beaucoup plus d'applications, de jeux, notamment certains qui prennent de l'espace, mais aussi, ça va permettre d'avoir plus de mises à jour. Parce que le problème sur la génération précédente, c'est qu'on était limité à 8 Go d'espace de stockage. Et donc en fait, même si Xiaomi l'avait voulu, ils n'auraient pas pu faire énormément de mises à jour. C'est limité. Donc on n'a plus cette limitation ici avec 32 Go. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est Xiaomi n'a pas d'excuse cette fois-ci pour pas faire beaucoup de mises à jour. Cette nouvelle Xiaomi TV Box S 3e génération est animée par Android TV 14 avec surcouche Google TV. C'est une surcouche qui est encore plus centrée sur les contenus des différentes applications de SVOD notamment que ne l'est Android TV de base. Donc on a au sein de l'interface beaucoup de vignettes qui représentent différents contenus, des films, des séries, des documentaires, pour des applications que vous utilisez, dont vous avez un abonnement, mais aussi pour des applications que vous n'utilisez peut-être pas. Il y a du contenu sponsorisé, de la publicité, notamment en haut de la page d'accueil.
Si vous trouvez que l'interface possède trop d'informations, trop de vignettes, il est possible de la simplifier en laissant apparaître seulement les vignettes d'application. Mais il restera quand même une publicité pour un contenu en haut de la page d'accueil, pour un film, une série, etc. Les applications s'installent depuis le Play Store Android TV, sauf que maintenant, depuis quelques temps, le Play Store est vraiment bien caché. En fait, vous allez pouvoir chercher au sein de l'interface, vous ne trouverez pas de vignette d'application Play Store. Et donc vous avez plusieurs choix pour accéder au Play Store ou pour installer des applications. À différents endroits de l'interface, sur la page principale, dans l'onglet Appli, vous aurez une barre de recherche. Vous pouvez simplement taper l'application que vous recherchez pour la télécharger et l'installer. C'est bien beau quand on cherche une application qu'on a en tête. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quelle application on va installer. Par exemple, si on a besoin d'un gestionnaire de fichiers, on ne connaît pas forcément son nom. Et donc, on a besoin d'avoir une interface où nous sont présentés différents types d'applications à télécharger. Et donc, pour ça, il faut vraiment accéder au Play Store et pas seulement à une barre de recherche. Et donc, la solution, c'est soit dans la barre de recherche de taper Play Store, soit à l'aide de la télécommande et d'une commande vocale, dire Play Store. Et là, on accédera vraiment au Play Store complet. Du moins, au Play Store Android TV complet. C'est-à-dire un Play Store beaucoup moins complet que ce qu'on peut avoir sur un smartphone. Il y a quand même de nombreuses applications. Et si vous voulez installer des applications qui ne sont pas sur le Play Store Android TV, mais qui restent des applications Android, vous pouvez le faire en installant des stores alternatifs comme Aptoid TV ou directement en téléchargeant les applications sur l'internet en fichier APK. Dans l'interface, on a le panneau Google Home. Ça va entre autres nous permettre de contrôler des objets domotiques de son appartement, allumer ou éteindre des lumières par exemple. Le mode Google Cast, c'est-à-dire Chromecast, est présent. Ça va vous permettre d'afficher du contenu depuis votre smartphone ou votre tablette directement sur votre TV, à l'aide d'applications compatibles ou en dupliquant l'écran. Et on a donc aussi le contrôle vocal à l'aide d'une touche de la télécommande et d'un microphone. C'est notamment pratique, comme on a vu tout à l'heure, pour faire apparaître le Play Store caché. On va rester quelques secondes sur la télécommande, elle ressemble beaucoup à l'ancienne. Donc on a quelques raccourcis vers Netflix, Prime Video, YouTube, vers les applications et vers l'application Xiaomi TV Plus qu'on verra plus tard. On a le contrôle vocal avec Google Assistant. Et un défaut qui m'agace, c'est qu'elle a un bruit de clic assez présent. Alors déjà, quand on l'utilise en journée, ça peut être pénible, mais quand on l'utilise la nuit, à côté d'une personne qui dort, ça peut justement réveiller cette personne, si elle a le sommeil léger. On ne change pas une équipe qui gagne, on a toujours la certification Netflix, les DRM Level 1 et Play Ready. Ça vous permet de profiter de la meilleure définition possible sur les applications de SVOD, Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Ça peut être 1080p ou 4K selon les applications. Étant donné qu'on est sur du Android TV 14, on a un ajustement automatique de la fréquence d'affichage qui est natif, intégré à Android TV depuis la 12e version. C'est pris en charge depuis longtemps par les applications de playlist IPTV, les lecteurs vidéo comme Kodi, VLC, etc. Par contre, pour les applications de SVOD, beaucoup ne sont pas encore compatibles. Je pense notamment à Prime Video et à Disney+. Par contre, Netflix est bien compatible. Alors l'ajustement automatique de la fréquence d'affichage AFR, ça va permettre de passer la box en 24 Hz quand vous regardez un film en 24 images par seconde. Et le gros avantage, c'est que ça va limiter les micro-saccades qu'il peut y avoir sur certains mouvements de caméra, quand la fréquence de la box n'est pas égale au nombre d'images par seconde du contenu, notamment sur les travelling. Maintenant, tout le monde n'est pas sensible à ce problème, mais c'est bien que ça y soit. Netflix a récemment décidé d'ajouter des contenus en HDR10+ sur sa plateforme. Ça va faire plaisir notamment aux utilisateurs de TV Samsung qui n'ont pas de Dolby Vision. Le HDR10+ est en gros un concurrent du Dolby Vision. C'est du HDR dynamique. Le HDR10 est calculé une fois pour toute une vidéo, alors que le HDR10+ et le Dolby Vision ont des réglages scène par scène. On a donc un rendu et des contrastes plus précis. Et pour qu'une box TV soit compatible avec le HDR10+ sur Netflix, il faut donc qu'elle prenne en charge le HDR10+, ce qui est le cas de cette Xiaomi TV Box S3. Elle prend aussi d'ailleurs en charge le HDR10, le HLG et le Dolby Vision. Mais il faut aussi que l'appareil prenne en charge le codec AV1, parce que vous n'aurez du HDR10+ sur Netflix qu'avec le codec AV1. Et donc c'est le cas pour cette TV Box. Elle prend aussi en charge les codecs habituels H265, H264, VP9, etc. Jusqu'à une définition en 4K à 60 images par seconde. Xiaomi a aussi intégré un service de télévision gratuite, donc on a de nombreuses chaînes de télévision gratuites. On peut y accéder directement depuis la télécommande avec un bouton dédié, sinon dans l'interface on a l'application qui s'appelle Xiaomi TV+. Alors ne comptez pas voir grâce à ces chaînes TV des films récents qui viennent juste de sortir au cinéma, ne comptez pas voir la Ligue des Champions de football, ce sont bien évidemment que des chaînes gratuites. Donc soit des chaînes d'information, soit des chaînes de films et de séries un petit peu datées, voilà. Mais en tout cas vous n'aurez pas le dernier blockbuster à la mode. Au passage, regardez, elle est vraiment petite cette box et elle est vraiment très légère. Regardez à côté de la souris pour vous faire une petite idée.
J'ai procédé à mes tests habituels pour la lecture vidéo, avec quelques samples vidéo que je possède, du 1080p, du 4K, du 8K, avec différents codecs, différents formats de HDR. J'ai testé ça de 3 manières. Directement avec un disque dur depuis le port USB 2.0, j'ai testé en réseau avec le Wi-Fi 6, et j'ai testé en réseau avec un adaptateur avec un port Ethernet et un câble relié au routeur Internet, une connexion filaire. Sur 2 fichiers vidéo 4K, j'ai eu quelques problèmes de temps en temps de buffering. La vidéo se mettait à charger pendant 1, 2, 3 secondes avant de reprendre. Ça m'est arrivé quelques fois, seulement sur 2 fichiers vidéo sur 19. Mais pas à chaque fois, parfois ces fichiers passaient entièrement, donc je ne sais pas d'où vient le problème. Est-ce une application en arrière-plan qui bouffait les ressources? À ce moment-là, je ne sais pas. En revanche, aucun de mes fichiers 8K ne sont passés. Comme d'habitude, j'ai fait le test sur l'application Kodi, donc les résultats peuvent être un petit peu différents selon le lecteur vidéo, mais en tout cas, elle n'a pas réussi à lire mes fichiers 8K, alors que la génération précédente en était capable. Voilà, maintenant je pense honnêtement que c'est pas un problème, personne regarde des films 8K, des vidéos 8K, à part des démos techniques, il n'y a pas grand chose à l'heure actuelle en 8K. Et la 8K n'est pas forcément adaptée pour un visionnage de film sur une TV dans un salon. Ça peut être bien de filmer en 8K pour faire du montage vidéo après avec des zooms et tout, mais regarder un film en 8K dans un salon à 5 mètres d'une télé, c'est pas trop utile. Nous avons le droit sur cet appareil à une fonction d'upscaling par intelligence artificielle. C'est pris en charge par la puce S905X5M. C'est intégré dans le firmware et donc ça va permettre d'améliorer la qualité d'image du contenu de faible définition. Par exemple, sur des vieux contenus en 480p, l'image est très floue et donc avec cette fonction, ça paraîtra plus net. Ça donnera une image un petit peu plus actuelle. Maintenant, comme toujours avec cette technologie, ça peut avoir un côté artificiel et certaines personnes n'aiment pas, préfèrent garder leur contenu flou. L'appareil prend aussi en charge le VRR, Variable Refresh Rate, le QMS, Quick Media Switching. Si votre télé est compatible, quand la box va ajuster la fréquence d'affichage à la cadence d'image du contenu, ça se fera sans écran noir. Alors qu'habituellement, quand la box passe de 60 Hz à 24 Hz, vous avez un écran noir de 1, 2, 3 secondes. Donc là, ça sera fluide, ça ne se verra pas, à condition d'avoir une télé dernière génération compatible. Un mot sur les applications de playlist IPTV. Le zapping des chaînes est très rapide, c'est grâce au nouveau processeur. Malheureusement, le désentrelacement ne fonctionne pas correctement. Ce problème était d'ailleurs aussi présent sur le Google TV Streamer que j'ai testé il y a quelques mois et sur tous les appareils Android TV 14 a priori. En gros, ça serait donc Google qui a oublié d'activer ça dans Android TV 14, alors que c'était bien activé auparavant. De ce que j'ai compris, c'est ça le problème. Ça fait que sur des contenus 1080i, souvent utilisés sur des chaînes TV, on peut observer des scintillements, une image saccadée sur des scènes rapides, comme dans du sport, le foot par exemple. Ça devrait être corrigé lors d'une mise à jour, mais quand, je sais pas. En tout cas, Google travaille dessus. Côté audio, c'est très intéressant. En gros, avec Kodi, j'ai réussi à avoir tous les formats audio populaires. Le Dolby Digital, bien sûr, Dolby Digital Plus, le Dolby Atmos compressé avec cœur Dolby Digital Plus, le Dolby True HD et le Dolby Atmos non compressé avec cœur True HD. Et côté DTS, j'ai bien eu le DTS HD et le DTS X. Donc on va dire la totale. Donc si vous avez un équipement dédié et des films et séries avec différents formats audio, vous allez être content. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de box TV dans cette gamme de prix avec les certifications Netflix, les DRM Level 1 qui prennent en charge tous ces formats audio. La télécommande est en Bluetooth mais aussi en infrarouge, donc vous allez pouvoir contrôler le volume sur votre amplificateur audio ou votre télévision et vous contrôlez aussi l'allumage et l'extinction de vos appareils avec une touche de cette télécommande. La partie graphique de cette TV Box S3 est assurée par un nouveau GPU ARM G310 V2. Alors quand je dis nouveau, c'est pas parce qu'il vient juste de sortir, mais parce que sur l'ancienne génération, on n'avait pas ce GPU. Et c'est vraiment de ce côté-là qu'on a le plus gros boost niveau performance. Donc côté CPU, on avait 25% de puissance supplémentaire et côté GPU, on a 130% de puissance supplémentaire. Et c'est vraiment beaucoup. En gros, sur certains benchmarks, j'avais les mêmes résultats ou à peu près que sur un processeur AM Logic S922. C'était le haut de gamme de AM Logic il y a 4 ans. Donc c'est assez intéressant. Donc vous allez pouvoir jouer aux jeux 3D du Play Store Android TV. Les performances seront meilleures qu'avec un appareil qui avait un processeur de génération précédente. L'animation sera correcte. Les graphismes seront un petit peu plus détaillés, mais ça reste néanmoins des performances dignes d'un smartphone entrée de gamme. Pas plus.
Côté rétro gaming, vous allez pouvoir jouer jusqu'à la Saturn, la Dreamcast, la PSP et vous aurez des performances encore meilleures qu'auparavant. Il va être possible d'augmenter la définition sur les jeux et avoir de meilleurs graphismes que sur la console d'origine. Par exemple sur Saturn, j'ai pu jouer en x2, 720p. Pour Mario 64, j'ai activé le mode RGBA 8888 pour améliorer les graphismes, le filtre HQ4X, les textures haute résolution et j'ai forcé le filtre des textures. Sur la PSP, j'ai pu jouer en qualité d'image x3 par rapport à la console d'origine et j'étais quasiment à 30 fps constant sur Need for Speed Most Wanted. Sur Mario Kart Nintendo DS, j'ai pu activer l'option rendu 3D haute définition et le filtre HQ2X pour lisser les textures et le jeu tournait à 100% de sa vitesse. Techniquement, je pense que ce processeur serait capable de faire tourner la GameCube, mais avec un nombre de FPS assez faible. Mais de toute façon, vu qu'on est sur un système 32 bits, l'émulateur GameCube n'est pas compatible, tout simplement. Ça sera intéressant de voir à l'avenir si EmuElec, le système d'exploitation dédié au rétro gaming, est compatible avec cette puce, car c'est un système 64 bits qui prend donc en charge les émulateurs 64 bits. Mais à l'heure actuelle, le processeur est trop récent, il n'est pas compatible avec CoreElec et avec EmuElec. Et si vous voulez en savoir plus sur EmuElec, le système dédié au rétro gaming, il y a la vidéo qui va s'afficher en haut de l'écran. Ça peut s'installer sur de nombreuses box avec processeur AM Logic. J'ai testé cette Xiaomi de 3e génération en cloud gaming sur GeForce Now pour jouer à des jeux vidéo PC en qualité ultra détaillée, comme si on avait un puissant PC. Je n'ai pas eu de soucis, ça a fonctionné sans problème, c'était fluide. Mais avec une connexion internet filaire, car en Wi-Fi, j'ai eu des blocages, des frises de l'écran. Côté connectivité, on a du Wi-Fi 6 qui n'est pas forcément de bonne qualité, qui n'a pas forcément une longue portée. Au niveau des débits, j'ai eu au maximum aux alentours de 250 mégabits par seconde. C'est censé être suffisant, donc c'est suffisant pour regarder tout un tas de contenu en SVOD, mais au final, c'est pas très rapide. Parce que même en Wi-Fi 5, j'avais souvent plus de 400 mégabits par seconde sur d'autres appareils, et en Wi-Fi 6, sur des box TV, je suis en général entre 400 et 600 mégabits par seconde. Donc 250 mégabits par seconde, même si ça suffit pour regarder du contenu, c'est quand même pas élevé. Donc côté connectivité, en plus du Wi-Fi 6 double bande, on a aussi du Bluetooth 5.2 pour connecter des périphériques, manettes, télécommandes, enceintes, écouteurs. Et on n'a pas de port Ethernet, donc pas de connexion filaire, hormis en utilisant un adaptateur qu'on branchera sur le port USB 2.0. Et dans ce cas-là, en connexion filaire, j'ai réussi à avoir des débits de 350 mégabits par seconde. Au niveau du prix, cette Xiaomi TV Box S 3e génération est trouvable entre une soixantaine d'euros et 75-76 euros selon le site que vous utilisez. Pensez à mes liens en description de la vidéo si vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, Xiaomi continue de vendre la génération précédente un petit peu moins cher. Mais je pense quand même que le gap qui est avec cette 3e génération est quand même suffisamment intéressant pour ajouter quelques euros. Alors comme vous l'avez compris sur cette vidéo, je trouve cette 3e génération de Xiaomi TV Box S intéressante, mais pas parfaite. D'ailleurs, aucune des générations précédentes n'était parfaite. C'est notamment dû grâce à ses performances générales, sa rapidité de déplacement dans l'interface, notamment grâce à son nouveau SoC S905X5M, mais aussi grâce à la dernière version d'Android TV. Malheureusement, tout n'est pas parfait, on a une connectique très limitée, encore plus que d'habitude. On a du Wi-Fi 6 pas forcément très performant, et on a toujours seulement 2 Go de mémoire RAM. Et d'ailleurs, comme j'ai dit un peu avant dans la vidéo, c'est dommage de ne pas avoir proposé une version Pro avec 4 Go de RAM. Ça aurait pu intéresser beaucoup de personnes. N'hésitez pas à dire si c'est votre cas en commentaire. Au niveau des puces, on a donc un nouveau processeur milieu de gamme performant, vraiment. Android TV 14 avec Google TV. Tous les formats audio populaires passent dans Kodi. Elle est rapide, il y a 32 Go de stockage, on a le codec AV1 et les formats HDR10+, et Dolby Vision, le VRR et le QMS, et elle est petite, légère et pas chère. Au niveau des moins, on a donc seulement 2 Go de mémoire RAM, du Wi-Fi 6 de qualité moyenne, une connectique très limitée et des problèmes de désentrelacement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous comptez l'acheter, ou même si vous l'avez déjà acheté, c'est déjà le cas de beaucoup de personnes je pense. C'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.